Je voudrais commencer bien sûr par les remerciements. Donc, comme Geneviève Motard m'a présenté, j'ai été stagiaire postdoctorale du CIERA, année 2019-2020. Je voudrais commencer par remercier les peuples autochtones du Brésil et les peuples autochtones du Canada. Je remercie le CIERA pour la bourse et toutes les personnes du CIERA qui m'ont si gentiment accueillie. Il ne faut pas que j'oublie le nom de Lise Fortin, qui a été très amie tout ce temps. Je remercie la chaire de recherche sur le développement durable. On a travaillé ensemble toute l'année avec Aude Terrien et tous mes collègues. Le groupe de travail Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos, j'ai travaillé avec eux aussi en représentant la chaire de recherche de Thierry dans ce groupe de travail. Je remercie mon superviseur Thierry Rodon, mon co-superviseur Martin Papillon et mes deux professeurs du Brésil, Christiane et Steve, qui m'ont toujours motivée et inspirée à étudier les peuples autochtones, la situation du Canada. Prochain. Avant de commencer la présentation, je voudrais quand même vous parler un peu de ce qu'a été mon stage de postdoctorat en situation de confinement et pandémie. J'avais un projet original et je devais enquêter l'expérience de la nation Innu de Matimekouche et le peuple Julu Naoshingu. J'ai fait mon travail de terrain au Brésil avant de venir, mais malheureusement, le travail de terrain avec la nation Innu n'a pas été possible à cause du confinement. Mais c'était quand même, malgré le confinement, ça a été une année très productive et je voudrais présenter quelques résultats en termes de publication et de participation en congrès et colloques. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie simplement des résultats de mon travail de recherche. J'ai 2 publications en préparation et pour faire la comparaison avec la nation Innu et Tata Steel, je compte donc sur l'aide de ma collègue Sabrina Bourgeois. Mais j'ai aussi d'autres publications. Pendant l'année dernière, j'ai soumis 6 articles et j'en ai déjà 4 publiés et acceptés, 2 en évaluation. Alors, je suis très contente. C'était vraiment une année très productive. J'ai les participations qui étaient prévues dans le plan de travail vont avoir lieu cette année. J'ai le Midi du Sierra et 3 autres présentations à faire avant de conclure mon stage de postdoctorat, si je peux le dire. Merci. Alors, j'ai organisé ma présentation aujourd'hui en trois étapes. Je vais vous parler très rapidement du contexte de crise politique. Je vais vous présenter le modèle analytique des stratégies corporatives et je vais vous montrer comment on peut analyser ce qui est en train de faire la compagnie minière Belocin au Brésil en termes de stratégie corporative. Merci. Alors, c'est très compliqué de parler du contexte de crise, de résumer en fait le contexte de crise politique. Depuis que Bolsonaro est arrivé et même avant qu'il assume le pouvoir, son mandat, les attaques envers les peuples autochtones étaient fréquents. La politique, enfin, Bolsonaro, il traite les autochtones comme des ennemis politiques. Mais j'ai essayé je ne peux pas vous dire, on n'a pas le temps, ce n'est pas l'objectif, mais pour que vous ayez une compréhension du contexte, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui veut dire aujourd'hui, dans ce contexte de crise politique, l'exploitation minière et comment cela impacte les peuples autochtones. Alors, c'est un contexte de crise très adverse. Bolsonaro représente une menace, un danger pour les peuples autochtones. Et pour essayer de résumer ça, je vais vous dire que sa politique indigéniste est basée sur 3 axes. Il essaie, et c'est des promesses qu'il a fait de campagne, de déconstitutionnaliser les droits autochtones, surtout les droits territoriaux des peuples autochtones.
toutes les mesures qu'on est en train d'assister, les incendies, la déforestation, les invasions qui ont beaucoup augmenté, c'est criminel, c'est avec le propos de déterritorialiser les peuples autochtones. Et en plus de ça, c'est un gouvernement qui a détruit les politiques publiques d'avant et qui essaie d'avancer de nouvelles politiques de caractère intégrationniste. Alors, j'ai pris cette photo, c'est une scène, il y a tellement de phrases, de scènes de Bolsonaro et qui montrent ces attaques envers les peuples autochtones, mais c'est une rencontre avec Al Gore en août 2020, Bolsonaro avec le ministre des Affaires internationales et un interprète, puisqu'il ne parle pas anglais. Al Gore dit à Bolsonaro qu'il est très inquiet à propos de l'Amazonie, de ce qui se passe en Amazonie. Et à ce moment-là, Bolsonaro ne comprend pas très bien de quoi il parle et Bolsonaro répond « J'aimerais exploiter l'Amazonie avec les États-Unis ». Alors, c'est juste un exemple pour vous montrer le niveau de gaffe, d'erreur diplomatique qu'on assiste pendant son gouvernement. Pour essayer de résumer donc ce contexte de crise politique, je voudrais juste vous montrer, c'est 23 janvier dernier, c'est une nouvelle que j'ai retrouvée à Radio-Canada. Donc, le chef Raoni et le chef Surui ont dénoncé Bolsonaro devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Je crois que cette plainte représente vraiment ce contexte de crise politique. Bolsonaro est accusé de meurtre, extermination, transfert forcé de population, mise en esclavage et persécution contre les autochtones d'Amazonie. Mais pas seulement lui, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, et la ministre de l'Agriculture, Teresa Correia, ils sont aussi accusés de pratiquer une politique criminelle visant à piller les richesses de l'Amazonie en imposant des conditions de vie insupportables aux autochtones afin de les forcer à se déplacer des territoires convoités par l'agrobusiness et le secteur minier. Bolsonaro est aussi dénoncé, accusé à la Cour interaméricaine des droits humains. C'est ici, je vous montre l'accusation, la dénonciation de l'articulation des peuples autochtones du Brésil, qui est l'organisation la plus importante qui réunit des organisations autochtones de tout le pays, la PIB. En octobre 2020, la PIB dénonce donc Bolsonaro pour violation des droits humains et accuse le gouvernement d'être le principal vecteur de la diffusion du nouveau coronavirus, soit par omission, soit par interférence directe, en stimulant l'augmentation des crimes dans les territoires autochtones. Alors, la photo, c'est la photo de Eloy Terena, qui est l'avocat de la PIB. Il a été, il y a 5 jours à peine, pendant la 46e session ordinaire du Conseil des droits humains de l'ONU, il a dit, il a dénoncé le gouvernement et il a dit « Nous sommes confrontés à une politique d'extermination des Autochtones au Brésil. » Merci. Depuis que Bolsonaro est arrivé au pouvoir, les invasions ont explosé. Alors ici, je vous montre la photo des gardiens de la forêt. C'est le territoire autochtone Arariboya du peuple Guajajara. Depuis 2019 et 2020, on a eu au moins 3 assassinats des gardiens de la forêt dans le territoire Arariboya qui a été envahi. L'autre photo, oui, c'est des photos, j'imagine que vous avez vu, le monde entier a vu les incendies qui ont dévasté l'Amazonie et le Cerrado pendant l'année de 2019 et 2020 aussi. Alors, la photo, c'est pour montrer les autochtones à leur propre gré
d'autres photos d'incendies. Il faut dire que les incendies et la déforestation, ce sont des incendies criminels. La police est en train d'enquêter. Il y a déjà des preuves. Et les incendies, ils viennent toujours, et la déforestation viennent toujours associés, ils sont associés en fait à d'autres crimes dans les territoires des peuples autochtones, comme le vol de bois ou la vente irrégulière de terre. Bon, je vais passer très rapidement, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. La Constitution fédérale du Brésil de 1988 a reconnu le caractère pluriethnique du Brésil, a reconnu les droits territoriaux des peuples autochtones. Ce n'est pas une nouveauté. Ce droit a été reconnu depuis l'arrivée des Portugais, en fait. Et dans cet article, il y a un chapitre entier dédié aux Indiens. L'Union a le devoir de démarquer les terres, de les protéger et de faire respecter tous leurs biens. Et le gouvernement Bolsonaro, en fait, il est en train de faire exactement le contraire de ce que détermine la Constitution. Alors ici, je vais passer rapidement. C'est le paragraphe premier de l'article 231 de la Constitution fédérale. Les autochtones au Brésil, ils n'ont pas la propriété, mais ils ont la possession de manière permanente. Bon, on peut passer. Je voudrais surtout vous montrer le paragraphe 3, qui a un rapport direct avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, le paragraphe 3 de l'article 231 de la Constitution fédérale détermine que l'exploitation des ressources hydriques, y compris potentiel énergétique, la recherche et l'extraction des richesses minérales en terre autochtone, ne peuvent pas être entreprises qu'avec l'autorisation du Congrès national. Les collectivités autochtones concernées doivent être entendues et une participation au résultat de l'exploitation leur est assurée selon les formes de la loi. Je vous montre le paragraphe 3 pour vous dire qu'en ce moment, il y a un grand débat politique autour qui a un rapport avec les invasions, bien sûr, les incendies et la déforestation, un projet de loi qui veut ouvrir les terres autochtones à l'exploitation minière. Oui, ici, je vous montre rapidement la carte des terres autochtones. Tout ce qu'on voit en vert, en fait, ce sont des terres autochtones qui ont déjà été délimitées, démarquées. Il y a des territoires qui sont en processus d'analyse, de démarcation. C'est les terres qui n'ont pas été démarquées, c'est les terres où il y a plus de conflits, en fait. Mais c'est pour vous montrer aussi que 98% des terres autochtones qui ont déjà été démarquées se trouvent en Amazonie. Le projet de loi, donc, c'est le projet de loi 191 présenté en janvier 2020 par le gouvernement fédéral, propose l'ouverture des terres autochtones à l'exploitation minière. Le débat politique est en cours et la Constitution aussi détermine que le potentiel hydrique et les minéraux appartiennent à l'Union et ne peuvent être explorés qu'exceptionnellement avec une autorisation du Congrès national. Les peuples autochtones, comme on l'a déjà dit, doivent être consultés et leur participation au résultat assurée, comme prévoit la loi. Et bon, le débat est en cours. J'ai mis la carte à côté pour vous montrer, donc, en Amazonie, vous pouvez voir, c'est les demandes de prospection et de concessions minières qui superposent, qui sont sur les terres autochtones. Alors, en vert, les terres autochtones, et tout ce qu'on voit en rouge, c'est les zones d'activité minière et des demandes d'activité minière sur les territoires autochtones. Alors, ce qui est intéressant, et c'est un point que je voudrais souligner par rapport à ce qui se passe au Canada,
c'est que différemment des peuples autochtones ici, qui participent de l'activité minière en négociant des ERA ou en négociant les avantages, au Brésil, le mouvement autochtone est contre l'exploitation minière en territoire autochtone. Le mouvement autochtone s'est positionné à plusieurs reprises contre ce projet de loi, contre l'ouverture de leurs terres pour l'exploitation minière. Ce qui se passe, c'est que les supporters du projet de loi, les politiciens, les technocrates qui défendent l'ouverture des terres autochtones citent toujours l'exemple du Canada, de l'Australie et des États-Unis comme un exemple de réussite, de bonnes relations, d'exemple de bonnes relations avec les Autochtones à suivre. Alors, je finis et je pose la question. Le Canada est vraiment un exemple à suivre et c'est une question complexe, mais on a déjà quelques indices. J'aurais tendance à avancer que non, le Canada n'est pas un exemple à suivre. C'est quelque chose qu'on va développer plus tard, mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que différemment des Autochtones ici, d'après ce que j'ai pu voir, je me base sur quelque chose que Crétin Kaigang, un leader autochtone, a dit. Et il a dit, il expliquait pourquoi ils sont contre le projet de loi. Et il disait, nous, les autochtones du Brésil, on connaît l'exploitation minière. C'est pas nouveau pour nous. Ça fait 520 ans qu'on voit nos territoires détruits, exploités par des puissances mondiales qui viennent, qui exploitent nos territoires pour enrichir les pays développés. C'est un speech, quelque chose qu'a dit Crétin Kaigang que je voudrais citer. On passe. Ah oui, le Brésil a été marqué par deux grandes tragédies environnementales. Et j'ai pris les photos parce que c'est quelque chose qui vraiment a marqué l'imaginaire social, qui est très présent chaque fois qu'on parle d'exploitation minière, d'ouverture de terres autochtones en territoire, de l'exploitation en territoire autochtone. Les autochtones, ils disent toujours avoir peur que ce genre d'accidents se reproduisent chez eux, près de chez eux. C'est quelque chose qui a beaucoup vraiment marqué la société brésilienne, mais c'est aussi quelque chose qui nous montre le modèle d'exploitation minière que le gouvernement de Bolsonaro est en train de développer. Là, je vais passer très rapidement, mais je propose pour... le thème de ma recherche de postdoctorat, je dois en fait essayer de comprendre comment se comportent les sociétés minières avec les peuples autochtones. Les comportements, les pratiques des sociétés minières, c'est mon sujet de recherche. Donc, j'ai trouvé, je propose d'adopter comme approche théorique les stratégies corporatives dans les réseaux de production globale. C'est un modèle analytique, en fait, qui se base sur la théorie des réseaux de production globale ou Global Production Network, qui vient de la géographie britannique, Jeffrey Henderson et Peter Deacon, mais qui a été adapté par un groupe de chercheurs au Brésil. Le groupe s'appelle POEMAS et le groupe POEMAS est dirigé par Bruno Milanés et Rodrigo Santos et leur équipe. Et ce groupe se dédie donc à étudier les comportements des sociétés minières au Brésil à partir de stratégies corporatives dans ce qu'ils appellent les réseaux de production globale minérale. Alors, c'est un modèle analytique pour expliquer comment se comportent les sociétés minières multinationales. Juste des notions conceptuelles qui viennent de la théorie du réseau de production globale.
Bon, il faut déjà considérer que c'est vraiment très complexe de comprendre comment se comportent les sociétés minières parce que dans la globalisation, elles fonctionnent, elles s'organisent en réseaux de production. Alors, les réseaux de production, c'est d'abord pour penser la distribution spatiale globale des opérations d'exploration, d'extraction, transformation industrielle, prestation de services, distribution, de consommation et d'élimination. Mais l'approche théorique des RPG, qui vient de la géographie économique, c'est une approche intéressante parce qu'elle propose de penser non seulement les relations économiques, mais aussi les relations non économiques qu'une société minière multinationale maintient avec différents agents en multiples échelles. Alors, les différents agents, agents économiques, politiques et sociaux, on va passer. Je vais passer vite. Alors, voici le modèle proposé par Bruno Milanès et Rodrigo Santos. Alors, comment expliquer le comportement des sociétés minières à partir de stratégies? Ils partent donc de 3 catégories qu'ils empruntent de la théorie du réseau de production globale, enracinement, pouvoir et valeur. Et ils vont essayer de montrer comment ces stratégies, comment la société minière, dans ses relations avec les différents agents économiques, politiques et sociaux, vont mobiliser, comment la société va mobiliser des stratégies pour modifier les conditions d'enracinement, les relations de pouvoir et pour amplifier la valeur de son activité économique. Alors, très simplement, bien sûr, il y a toute une discussion conceptuelle et théorique autour de qu'est-ce qu'on comprend par stratégie, enracinement, pouvoir et valeur, mais je vais passer rapidement. Voilà. Alors, il propose de penser les stratégies corporatives, des stratégies corporatives différentes selon les agents avec lesquels la compagnie doit se rapporter. Alors, il propose de penser stratégie de marché, financière, de relations de travail, institutionnelle, territoriale et sociale. Bien sûr, dans les limites d'une recherche sur les compagnies minières de dehors, on n'a pas accès à tous les documents. Dans le cas de Bellocin, c'est un projet qui est en cours. Alors, on n'a pas accès à tous les documents et je vais vous parler des stratégies institutionnelles, territoriales et sociales pour essayer de vous montrer un peu ce que fait Bellocin au Brésil. Alors, le projet minier de Bellocin, c'est le premier grand projet d'exploration d'or à ciel ouvert au Brésil. Il est présenté par la compagnie Bellocin Mining Corporation, qui fait partie du groupe Forbes and Manhattan Inc. Ils prévoient dans leur projet 12 ans de vie pour la mine et une opération de 12 ans. Ils proposent 2 fosses de 200 mètres de profondeur chacune et un barrage de résidus ou de rejets de plus de 35 millions de millimètres cubiques. Ils disent dans la présentation de leur projet qu'ils vont extraire pendant les 12 ans 73 tonnes d'or et pendant 17 ans, ce chiffre pourrait arriver à 107 tonnes d'or. Je crois que j'ai une carte, voilà la carte pour vous montrer. Alors, c'est dans l'Amazonie, c'est dans le nord du Brésil. Ce qu'on voit en rouge, c'est la partie du territoire du Xingu où le projet est en voie d'implémentation. En marron clair, ou plutôt marron foncé, on voit les 2 terres autochtones qui sont très proches, la terre autochtone Paquisamba des Juruna et la terre autochtone Arara du peuple Arara de la Volta Grande du Xingu. Volta Grande, c'est ce tournant et ce qui se passe déjà, c'est qu'après le barrage, la construction du barrage de Belo Monte qui a fini vers 2015-2016, qui a commencé à fonctionner, en 2015-2016,
il y a une réduction très forte du cours d'eau qui passe par les terres autochtones et les autochtones sont en train de, enfin, les impacts sur leur vie sont très graves à cause du barrage et c'est pour ça qu'ils luttent contre le projet de Bel-Ocin parce qu'ils ont peur de la superposition d'impacts environnementaux. Merci. Oui, il faut dire que Bel-Ocin a en rouge, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est en rouge, en fait, c'est les demandes de prospection et de concession de Bel-Ocin. Alors, dans son projet, elle a vraiment l'intention d'élargir son domaine d'exploitation. Bon, pour les stratégies institutionnelles, c'est les stratégies en fait que Bel-Ocin mobilise auprès des agents politiques, les relations entre Bel-Ocin et les agents politiques locaux. Alors déjà, on peut dire que Bel-Ocin, depuis qu'elle est arrivée sur place, elle compte sur l'appui du maire de la ville et du gouverneur de l'État, de la province de Pará. La photo que je vous montre, c'est exactement le maire de la ville de José Porfirio qui défend très énergiquement, comme vous pouvez le voir, l'installation du projet minier. Les deux ensembles, gouvernement, agents gouvernementaux, municipal et provincial, défendent, reproduisent un discours ethnocentrique de développement qui ne respecte pas les modes de vie différents. Le projet minier de Bel-Ocin, il y a une collision entre le projet de la mine et un programme de réforme agraire qui était déjà sur place. Alors, Bel-Ocin, ce qu'elle fait, elle a fait des accords avec l'INCRA. L'INCRA, c'est l'Institut national pour la réforme agraire. Elle a créé un protocole d'intention qui n'est pas reconnu, qui a été signé par un fonctionnaire qui n'est pas le président de l'INCRA. Donc, cet instrument est nié, n'est pas reconnu. Mais j'ai mis ça ici pour vous montrer comment agit Bel-Ocin dans ses relations institutionnelles. Il y a aussi une dispute juridique. Enfin, il y a 6 poursuites, 6 actions en justice contre Bel-Ocin. Et dans les premières actions, il y a une dispute juridique autour du permis d'installation. Si c'est l'État du Pará ou si c'est le gouvernement fédéral à qui appartient le droit de dire le dernier mot sur le permis. Et une autre stratégie que je peux signaler, c'est que Bel-Ocin a équipé la police locale et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, les stratégies territoriales, bon, il faut dire qu'en ce moment, dans la région, 2 imaginaires sociaux, on peut voir 2 imaginaires sociaux fonctionner en même temps. D'un côté, il y a la promesse d'emploi, de prospérité économique, cette vision du développement, mais de l'autre côté, il y a aussi un sentiment d'instabilité, d'insécurité, de peur, de terreur face à tout ce que la compagnie, face à ce qui se passe, que la compagnie a fait. Bon, la compagnie, dans ses propositions, dans ses publicités plutôt, pour montrer son engagement envers les communautés locales. Elle ne parle pas de peuples autochtones, elle parle toujours de peuples, de communautés locales. Elle veut pas, c'est clair, cette façon d'agir aussi, de créer de l'invisibilité comme si les peuples autochtones n'étaient pas là. Mais elle dit avoir créé un centre de formation Bel-Ocin. La photo, c'est la photo que j'ai retirée d'un des documents de la compagnie. La compagnie aussi a provoqué le factionnalisme, division interne par le biais de cooptation et offre d'avantages. Et il y a plusieurs dénonciations de menaces et criminalisation de ceux qui se positionnent contre le projet. Le Xingu résiste. Il y a une résistance très forte, pas seulement de la part des autochtones, mais de la communauté locale aussi. Il y a un mouvement social très actif au Xingu.
le Xingu est vu comme une source de reproduction sociale, culturelle, économique, cosmologique des peuples. Et comme le CLPE n'a pas été réglementé, les peuples autochtones, pour garantir leur droit au consentement, à la consultation, ont créé leur propre protocole. Alors, c'est la photo de la couverture du protocole du peuple Juruna au Xingu. Dans ce protocole, ils disent comment ils veulent être consultés. En ce qui concerne les stratégies territoriales, bon, juste quelques exemples, mais une fois arrivé sur place, une des premières choses que Bellocin a fait, c'est installer un bureau physique. Et le bureau physique, il crée ce sentiment de fait consommé, fait accompli. Le projet est là, inexorablement, on pourra, c'est commencé, et voilà. Expropriation de terres, déplacement forcé, achat irrégulier de terres, calcul d'indemnisation dérisoire, des indemnisations minuscules et interdiction d'accès à des usages communs et beaucoup d'autres stratégies territoriales. On continue. Fermeture de mines artisanales. Cette photo, c'est pour vous montrer que l'affichage de panneaux, les maisons déjà achetées ont un panneau devant pour dire maison achetée, et les maisons qui sont marquées avec une croix, comme celle-là, c'est des maisons qui sont sous évaluation. Alors, comme stratégie territoriale, j'ai mis ici les impacts environnementaux, la question de la synergie de Belo Monte et Bellocin, parce que dans son projet, dans ses propositions, Bellocin ne considère pas les dangers de cette superposition d'impacts environnementaux, et c'est ça qui est jugé en justice en ce moment. Bellocin fait clairement savoir aux actionnaires qu'elle est soumise à une contestation sociale de divers groupes et que cette situation peut entraîner des pertes pour l'entreprise. Elle annonce ça à ses actionnaires. Conclusion, bon, des pistes en fait pour conclure le travail. C'est vraiment, je pense que ce qui se passe au Brésil aujourd'hui montre comment un contexte politique favorise le comportement d'une société minière. Les stratégies de Bellocin sont clairement conditionnées par la réglementation ou le manque de réglementation du pays. La société minière dispose d'une marge de manœuvre pour faire, disons, moins de ce qui serait leur norme la plus élevée du point de vue des garanties sociales et environnementales. Et les stratégies mobilisées par Bellocin montrent la pression que la société minière exerce sur les pouvoirs locaux, le gouvernement provincial et fédéral pour simplifier les procédures, pour la flexibilisation du permis d'installation, surtout flexibilisation en ce qui concerne les impacts environnementaux. C'est ça, merci beaucoup. Ah oui, pour conclure, j'ai dit finalement, la dernière slide, c'est pour vous montrer, depuis 3 ans déjà, le mouvement autochtone du Brésil présente annuellement un rapport pour dénoncer comment la complicité, la responsabilité des corporations internationales dans la violation des droits des peuples autochtones au Brésil et dans la destruction de l'Amazonie. C'est le 3e rapport, il est disponible en ligne. Merci. Merci. Un grand merci, Anna.